particulier parce que ce fléau touche en priorité la jeunesse et puis ensuite les seniors. Ceux qui partent à 55 ans, on se débarrasse parce qu'en priorité, parce qu'ils sont devenus trop chers, n'est-ce pas, avec l'évolution des carrières. Et à qui on offre une formation, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont retrouver à cet âge-là? On sait bien ce qui les attend. Le lent piétinement jusqu'à une hypothétique retraite qui sera elle-même hypothéquée. Donc tant que ce sera ça, oui, ce sera difficile. Il y a cette conjoncture nationale qui n'est pas saine, européenne qui n'est pas saine. Au passage, je le dis, l'Europe quand même marque là ses limites. C'est pas ce qu'on attend de l'Europe. L'austérité, c'est bien. Le règlement des comptes budgétaires, c'est bien. Mais enfin, un peu d'espérance, ce serait mieux. Et je ne dis pas ça au hasard et par démagogie, mais nous voyons bien ce qui s'est produit sur d'autres continents, et en particulier sur le continent américain, où il est quand même paradoxal que les chantres, les inventeurs, les héros du libéralisme économique et du monétarisme aient pratiqué, eux, une politique qui, par rapport à la nôtre, finit par apparaître comme progressiste, quoi. Les Américains s'étonnent en disant mais pourquoi les Européens sont si crispés, n'est-ce pas, sur leur équilibre budgétaire? Nous, on a eu une politique monétaire laxiste et la machine est repartie. Et eux, parce qu'ils en rajoutent, la machine continue à patiner. Et eux, parce qu'ils en rajoutent, nous mettent en danger. Parce que si l'Europe patine, il n'y a pas que l'Europe qui patine. Il y a l'économie mondiale qui est en danger. Certes, il y a la Chine, il y a les pays émergents, mais l'Europe, avec ses malheurs, ses inconvénients, ses vices et ses qualités, c'est quand même toujours la première puissance commerciale au monde. C'est pas la première puissance industrielle, mais c'est la première puissance commerciale. Donc voilà, à cette conjoncture nationale qui n'est pas facile, qui n'est pas simple, il y a aussi, nous avons ajouté quelques complications institutionnelles, je dirais locales. Nous avons modifié les cantons, nous avons divisé par deux. Il n'y en avait déjà pas beaucoup dans les langues, alors là, du coup, c'est spartiate. Hein. Alors, vous me direz, nous avons la monnaie, n'est-ce pas, Alain, de ce que nous avons professé pendant des années. On était contre les redécoupages. Ah oui, du coup, nous avons dit 30 cantons pour 400 000 habitants, alors que le Gers en a 50 et quelques pour 180 000, que le Lot-et-Garonne en a je ne sais combien pour 320 000. On avait peu de cantons, et comme on les diminue par deux, ça fait très peu de cantons. Et pour ceux qui savent compter, moi ça a toujours été une difficulté pour moi. Oui. Je me regarde le banquier d'Andrés, là, mais j'ai fait de la banque dans ma vie, mais j'ai jamais su compter. Je faisais le boulier, tu sais. Donc pour ceux qui savent compter, ça augmente le risque. Un canton perdu, c'est 2 voix. C'est plus une voix. Et donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Et puis ça ne suffisait pas. Alors on a inventé le binôme. Le binôme, ça a une qualité, c'est la parité. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un progrès. Parce que contrairement à la réputation qu'on m'a faite impunément, injustement, je pense que la parité est un progrès. Oui, je pense. Et je travaille avec des compagnons, avec des camarades, comment faut-il les appeler, des compagnons de route. Et franchement, mais ne regarde pas comme ça l'hiver. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que je professe, même tu le sais, toi, en privé, que la femme ayant une supériorité biologique, il faut s'en moufler comme la peste. Et que donc, cette parité, messieurs, vous met en danger, mais ça vous fera les pieds. Donc, là, il y a un progrès. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelait binôme, d'ailleurs? Ben parce qu'à l'époque où on vit, on n'est jamais sûr de l'appartenance sexuelle des gens. Et donc on a choisi un nom neutre, technique. Dit non, voilà. Mais bon, je dis ça en plaisantant, mais pour nos concitoyens lecteurs, c'est pas évident, quoi. On leur dit, voilà le binôme, et ils nous regardent. Bon, ça va, ils nous reconnaissent quand même, hein. Et tout à
à l'heure, on a présenté les binômes et les suppléants, et ça allait à peu près. Oh, il y en avait quelques-uns, il n'aurait pas fallu regarder de trop près. Quelques moustachus, tu me suis, Dominique? Mais dans l'ensemble, ça avait de l'allure. Et comme ça ne suffisait pas encore, on a monté de 10 à 12,5% le seuil pour des inscrits pour se présenter au second tour. Bon, alors je n'insiste pas, mais tout ça fait que, je dirais, une conjoncture nationale qui n'est pas euphorique. Je pense que là, je manie les euphémismes, hein. Nous avons ajouté quelques difficultés institutionnelles qui d'ailleurs au passage font que certains camarades qui ont été tout à fait à la hauteur de la situation qui fait le travail se sont trouvés dans l'impossibilité d'être un nouveau candidat. J'ai Gilles Couture sous les yeux, mais il y en a d'autres, ce qui est injuste d'une certaine manière, mais qui est aussi là quasiment de l'arithmétique électorale, et ils font qu'il va falloir faire avec tout ça. Mes chers, et je vous remercie du coup, plutôt pour l'occasion, dans ce contexte qui n'est pas très porteur, d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Parce que vous avoisinez les 1000, hein. Personne ne l'a dit à cette tribune, vous êtes 970 ou 80, je ne sais plus ce que m'a dit le premier fédéral, qui compte large en général, mais qui pour le coup, je crois, si je vois la salle, à côté juste. Donc merci d'être là. Notre projet, parce que notre bilan, il a été fait, il a été évoqué tout à l'heure aussi bien Renaud sur certains sujets que Gabi sur d'autres ont avec précision rappelé certains volets de ce bilan. Et aussi, d'ailleurs, notre projet. Notre bilan, je crois qu'il est bon. D'ailleurs, il est qualifié nationalement comme étant bon. On a parlé du classement de BFM TV qu'on a découvert il y a 3 jours. Il y en avait eu un autre du Point il y a 6 mois, 8 mois, on a reculé, on était 2e, on est 3e. Et je te signale, Dominique, que c'est pas bien ça. Hein. On n'aime pas être 3e. Hein. On préfère être premier, quoi. Mais enfin, bon, on se contentera de 3e sur le bilan de la situation financière. On sait que le bilan est bon. On sait que la situation financière est bonne. On sait que sur 450 millions d'investissements, on arrive à maintenir 113 plus 8, 121 millions d'investissements, ce qui n'est pas ordinaire. On sait que sur ces 450 millions d'euros, on n'a que 150 millions de dettes, que nous avons une dette par habitant qui est inférieure à la moitié de la moyenne nationale, et que nous finançons cette dette à un taux moyen de 1,6. Et là, merci Dominique, parce que de temps en temps, il faut savoir dire merci aussi. Il râle là, il se dit qu'est-ce qui me casse les pieds. Je ne peux pas m'oublier 5 minutes, mais non, je ne peux pas t'oublier. Et donc on le sait, que la situation financière est celle comme il faisait allusion tout à l'heure Renaud, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles des mains se tendent. N'est-ce pas, la conférence des exécutifs. Ça serait bien que les exécutifs puissent se réunir pour se partager le gâteau, quoi. Parce que gâteau, il y a. Parce que potentiel d'investissement, il y a, pour les raisons et les chiffres que je viens de donner. Pour le bilan, oui, il est bon. Il est bon. Il n'est pas contesté, d'ailleurs, je crois, globalement. Alors, il y a eu cette histoire qui a mis très en colère l'Afrique sur les déchets. On nous a collé les déchets des touristes sur le dos. En fait, je vais vous dire un truc. Hein. Je préfère quand même qu'on garde les touristes, malgré ça. On ne va pas chasser les touristes sous prétexte qu'ils font monter notre moyenne de production de déchets. Hein. Je serais même de l'avis inverse. Si on pouvait les passer de 2 à 3 millions, ça serait bien. Parce que le tourisme, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, mais c'est 20 000 emplois. Donc si on pouvait monter un peu, ben, on ferait aussi monter le potentiel de l'emploi. Donc le bilan, il est bon. Et le projet, je dirais, il y a 2 mots pour le résumer, pour le synthétiser. C'est action et solidarité. Action et solidarité. Action d'abord pour l'emploi. Parce que nous savons, et ça a été dit, rappelé par les 2 personnes qui m'ont précédé, nous sommes un département où il arrive 5 000 personnes par an, qui est passé de 300 à 406 000 habitants,
mais qui a un taux de chômage important, même s'il est le plus bas d'Aquitaine ou l'avant-dernier, j'en sais rien aujourd'hui, il n'empêche, avec près de 20 000 personnes en catégorie A, et si on ajoute toutes les catégories, on arrive à près de 35 000. Donc c'est le sujet numéro un. Et toutes celles et ceux qui ont des responsabilités dans l'action publique, ou tout simplement sur le plan social, ou tout simplement dans le monde associatif, le savent. Le problème numéro un, c'est l'emploi. Les gens qu'on rencontre et qui sont dans la détresse, ou qui sont dans l'attente, qui sont dans l'espérance, sont des gens qui cherchent un boulot. C'est possible d'ailleurs, de préférence dans le secteur public. Ce qui illustre le paradoxe français où on n'aime pas les fonctionnaires, mais on aimerait bien que ces enfants aient la sécurité de l'emploi. Je fais ça. Voilà. Non, c'est les parapheurs qu'on signe en longueur de semaine, c'est des demandes d'emploi. On a même réduit par moment à s'écrire les uns les autres. On parlait avec Gabi tout à l'heure. Que dire à tous ces gens, y compris les jeunes aujourd'hui qui ont un bagage universitaire, qui cherchent un stage et qui ne le trouvent pas. Moi j'ai des exemples où il a fallu écrire à 7, 8, 9 entreprises, y compris de taille nationale, pour arriver à trouver tout simplement un stage pendant le cursus universitaire. Donc oui, action en faveur de l'emploi. Et comment nous n'avons pas, a priori, de compétences dans l'emploi. Ça ne fait pas partie des compétences que la loi défère au département. En théorie, c'est la région qui a la compétence économique. Mais dans la réalité, comment ça se passe? Eh bien, on consacre pratiquement 50% de notre activité à ça. Et ça se décline comment? Ça se décline par des avances remboursables d'entreprises en difficulté qu'on partage d'ailleurs en général à 50% de la région. Soit que la région les initie et on suit, soit qu'on les initie nous-mêmes et la région suit. Entreprises en difficulté ou bien entreprises nouvelles, ou en aide au démarrage. Et puis après, il y a les zones d'activité, deuxième déclinaison. Ces zones d'activité qui sont si discutées et parfois si mal comprises. Atlantis Sud. Je me souviens du commentaire, comment tu as dit le nom de la dame du Marsan? C'est joli ça. Ça fait chic, c'est respectable. La dame du Marsan. Moi je me souviens de son commentaire. Atlantis Sud, c'est la danseuse du conseil général. Atlantis Sud aujourd'hui c'est 687 emplois, 31 entreprises installées, 75 millions d'euros d'investissement, 30 publics, 45 privés. Et contrairement à ce qu'on dit, ça ne coûtera pas un sou aux contribuables landais. Pourquoi? Parce que c'est une ZAC. Ça veut dire quoi une ZAC? C'est une zone d'activité concertée. Où, en tant que département, et parce que l'initiative privée est défaillante, nous faisons de manière publique, parce que le privé fait avec des sociétés de projet. Concrètement, c'est quoi? On achète des terrains, on les équipe, voirie, assainissement, électricité, haut débit aujourd'hui évidemment, ça fait des investissements publics, 30 millions d'euros, qu'on incorpore au prix du terrain et qu'on revend. Et au bout de la ZAC, normalement, si tout se passe bien, elle est équilibrée. Alors c'est des opérations qui durent 15 ans, 20 ans dans le temps. Et qu'un département peut mener, pourquoi? Parce que c'est une collectivité locale qui n'a pas, excusez-moi, monsieur le maire d'Angresse, les banquiers aux fesses, qui a donc le temps devant elle, et qui peut jouer le promoteur de long terme. J'appellerais ça comme ça, nous sommes des promoteurs de long terme par rapport au secteur privé qui souvent, lui, est contraint d'être un opérateur de court terme parce qu'il a des intérêts qui sont calculés par la banque et qu'il faut rembourser, et puis il a aussi du bénéfice à faire. Donc Atlantis Sud, demain à Groland, on a déjà dépensé 5 millions d'euros. On veut attirer quoi? Mais des entreprises de l'industrie agroalimentaire. Et pourquoi? Parce qu'on a une ferme lande qui se porte bien, ce qui n'est pas exclusivement à notre crédit, car ces choix ont été faits il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire le choix de la qualité, le choix de viser les produits de qualité, avec à l'époque la Chambre d'agriculture, avec à l'époque, n'est-ce pas mon cher Robert, même ça déjà Castel, qui a fait ces choix que nous avons au moins eu l'intelligence d'accompagner.
s'agit d'accompagner l'irrigation de 70 000 hectares, on l'a fait. Quand il a fallu entériner ses choix par des aides, des subventions, patati patata, on a suivi. Et les premiers labels rouges ont été, comme on vous le rappelle ces temps-ci, délivrés dans les Landes, par notre initiative de la profession. L'enfant était là aussi pour financer, pour autant que je me souvienne. Pas. Donc Ferme-Landes qui se porte bien, et puis après, l'entreprise agroalimentaire que vous connaissez, la Berry, c'est pas rien. Delpera, c'est pas rien. Lafitte, excuse-moi Odile, c'est pas chez toi, mais c'est pas rien. Delpera, d'ailleurs, c'est pareil pour l'autre, hein, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui, mais ça vient quand même de Dordogne, Delpera. Et puis il y en a tant d'autres, hein, Paris, du Perrier, du Bernier, etc. Et tout ce monde-là qui donne une image de qualité et qui a du potentiel, et bien avec, nous allons travailler pour créer une zone où il y aura des halls techniques, où il y aura des pépinières d'entreprise, où il y aura des hôtels d'entreprise. Et je suis profondément persuadé que ça va marcher. Et que ça fera des Landes, de ce point de vue-là, un des leaders de l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, les gens du Migraine, et pour celles et ceux qui connaissent le secteur, ne sont quand même pas les plus mauvais connaisseurs, s'y intéressent. Le président du Migraine m'a dit « Ah, Roland, si vous avez des propositions à nous faire, vous savez, Unigrain, c'est le fonds d'investissement du monde des céréaliers dans ce pays. Ils ont beaucoup d'argent. Donc voilà, donc des zones d'activité, Atlantique Sud, à Roland, comme il y a eu hier celle du Seigneur, où on travaille aussi, qui nous a été apportée. Alors voilà, un petit peu, nous avons joué les pompiers de la communauté de communes à l'époque, à la demande. Il fallait la voler, hein. C'est la présidente de l'époque, une certaine Pierrette Fontenas, qui venait nous dire si vous pouviez vous substituer à moi, parce que j'y arrive pas trop. Maintenant, c'est tout juste, on ne va pas nous accuser, n'est-ce pas, d'avoir fait de l'impérialisme. Je parle de certains tracts sur le canton du Seigneur, c'est quand même ahurissant. D'autres endroits où nous sommes intervenus parce qu'il y avait un peu le feu, je ne les citerai pas tous, mais on se comprend, on se reconnaît, on se sourit, n'est-ce pas, dans la salle. Et puis d'autres que nous avons promotionné, oui, la zone P de mer à Haussegor, où on est d'accord avec la communauté, avec Marx, et enfin avec la ville d'Haussegor, pour régler, monsieur Natel, le sujet, n'est-ce pas? J'ai écrit au maire d'Haussegor qui se désespérait de ce que ça traîne, mais ça ne traîne pas à cause de nous, ça traîne depuis des années. Parce que quand on proposait quelque chose, ben, la mairie d'Haussegor n'était pas tout à fait convaincue, il proposait d'autres solutions, demandait des délais de réflexion. Bon, là, on s'est cadré, très bien. Si on y va, on y va. Mais il y en a eu d'autres dans la Haute-Lande, il y en a eu à Sorbe, il y en a eu à la Brite, il y en a eu partout. Et on a multiplié ces fameux syndicats mixtes et ces zones d'activité parce que c'était un moyen, je le répète, de se substituer à l'absence d'initiatives privées et de faire de manière publique, avec les outils du public, ce que les promoteurs privés ou des actionnaires privés auraient fait s'ils avaient été présents. Donc ça, c'est l'action pour l'emploi. Et elle est prioritaire. Elle est prioritaire, elle ne concerne pas, elle n'est pas exclusive de ces zones d'activité. Ça a été rappelé tout à l'heure par Gabi, ce qui est fait pour l'apprentissage. On a un problème dans ce département. On a 80% des entreprises artisanales qui n'ont jamais eu d'apprentis. Et nous avions l'automne dernier 80 jeunes filles et garçons qui étaient candidats ou candidats à l'apprentissage et qui n'avaient pas de maître d'apprentissage. Non mais c'est rien. Non mais vous vous embêtez pas la prochaine fois, essayez de barater la robe de la dame. Parce que là il a fait la bouche mais il a raté la robe. Non. Donc on a essayé d'aider, on a fourni à la Chambre d'agriculture, des métiers, on a financé des conseillers pour essayer d'aller convaincre les entreprises de prendre des apprentis. Mais on aide aussi à la formation, qui est pour l'essentiel à 95 ou 98% d'apanage et le job de la région, parce que tout ça va ensemble. Et ça ne produit pas des résultats immédiats. Hein. La formation, c'est quelque chose qui est dans l'emploi. Mais ça ne se fait pas en 6 mois et ça n'a pas d'effet en 18 mois. Donc priorité à l'emploi, action en faveur de l'emploi. Mais action aussi, je ne pourrais pas tout dérouler, en faveur du pouvoir d'achat, ça a été rappelé.
Gabi a rappelé tout à l'heure, Gabriel Diallo, pardon, je m'excuse, je ne sais pas si... Ça se sait à Dax qu'on t'appelle Gabi, oui. Oui. Ça se sait quand même. Tant que c'est pas Gatsby. Mais non, oui, c'est pas une bêtise. Parce que si vous commencez à produire la bêtise, vous allez passer la nuit. Hein. Dans ce pays, si on transformait la bêtise en base fiscale, il n'y aurait plus de déficit budgétaire, croyez-moi. Donc on essaie d'aider le pouvoir d'achat des familles, le transport scolaire gratuit, il a dit c'est 750 € par enfant. Dans un foyer où il y a 2 enfants, c'est plus d'un SMIC mensuel. Hein. Mais on l'a fait à l'époque avec les bourses pour les étudiants. On n'a pas compétence à délivrer des bourses pour les étudiants à l'université. Mais on avait quoi? On s'est heurté très concrètement sur le terrain des familles. Moi, je me souviens d'un cas qui m'a profondément marqué. Ça se passait au Hébroquer, à Tartas. Une famille qui est venue me voir. J'avais 2 filles. Le père travaillait à Pavette, comme il disait. Et la maman faisait le ménage, quand elle pouvait. Et ils avaient 2 filles qui avaient eu le concours de médecine. Ce qui est quand même, dans une famille, c'est pas évident. Et l'une à Bordeaux et l'autre à Toulouse. Et je vois toujours les parents en pleurs me dire non, on ne peut pas payer 2 loyers, quoi. On peut payer un loyer à Bordeaux pour l'aîné, mais la deuxième, il va falloir qu'elle renonce au concours parce qu'on ne peut pas continuer. Et là, je me suis dit quand même, on ne peut pas laisser faire ça. Donc on a fait des bourses pour les étudiants. C'est là qu'on a pris la décision, sur ce cas et sur d'autres. Mais moi, ça m'a marqué, ça. Et je me suis dit, c'est pas notre rôle, c'est pas dans la loi. Mais en tant que socialiste, en tant que femme de gauche, appelons ça comme on voudra. Après, l'étiquette, c'est encore secondaire. Mais on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, une gamine de 19 ans qui a passé son concours première année de médecine, pour celles et ceux qui savent, c'est quand même l'obstacle majeur, et lui dire non, toi tu ne seras pas médecin parce que les parents ne peuvent pas payer de loyer. Alors on a fait des avances, et même on les a passées en séance publique parce que ça ne correspondait pas au règlement, et que vous l'imaginez, il fallait déborder un petit peu. Donc oui, action pour le pouvoir d'achat des familles, avec les moyens qui sont les autres, qui ne sont pas illimités, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut parce qu'on sait que la réalité du quotidien, c'est ça. Que des gens sont souvent au SMIC, parfois 2 SMIC, et quand ils sont 20 SMIC, il y a après toute une couche qui est 20%, 30% dessus du SMIC. Enfin, on n'est pas un département où les salaires sont ceux de la Caisse des dépôts et d'assignation rang 1, comme ils disent là-bas. Hein. Non. Donc, action pour essayer, par les moyens qui sont les nôtres, d'aider au pouvoir d'achat des familles, je dirais quand même, a priori, les plus modestes. Et puis action aussi pour l'éducation, mais j'y reviendrai pas parce que je pense que Gabriel tout à l'heure a très bien décrit le sujet. Je lisais un tract qui m'a fait mal. Parce qu'il y a des choses, on a beau avoir 30 ans de vie publique, aux 35 ans, je ne sais plus. Il y en a d'autres qui font la comptabilité sans arrêt à ma place, donc je les laisse faire. Hein. Pas la priver de ce plaisir. 33 ans, l'âge du Christ. Ouais, mais moi j'avais en plus le reste, hein, c'est ce que je veux dire. Je suis pas tout neuf, je suis pas neuf de 33 ans. Il y avait la formation avant. Lui, c'était sans la formation. Bon, vous voyez comment ça finit aussi. Moi, je ne souhaite pas finir de la même manière. En tout cas, si tu vas être crucifié, ce ne sera pas par la droite. Je vous le dis. Ce sera peut-être par vous, mais pas par la droite. Donc, on regardait ça avec attention. On regardait ça avec attention. 33 ans. Vidaliste, t'étais né, toi? Non, j'étais pas né. Le ministre n'était même pas bébé à l'époque. Le ministre, il était dans les couches. Voilà, il faut que je me reprenne. Hein. Donc Gabi nous décrivait ce qu'on fait pour l'éducation avec beaucoup de précision. Préciser aussi ce que nous avons dans le pack jeune.
avec juste un petit oubli qu'il a fait, mais qu'il m'a demandé de rectifier, donc je vais le faire, en général. Plus de tout ce qu'il a annoncé pour les jeunes, il y a quand même quelque chose qui, moi, me paraît important, c'est le droit à un bilan santé. Un pacte conclu entre un accord, une charte, pour être très précis, conclu entre le département des Landes et la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse régionale, pour être plus précis, qui fait que chaque jeune, entre 16 et 18 ans, aura droit à un bilan santé. Et ce n'est pas rien aujourd'hui. Parce que ce que nous appelons aujourd'hui, il a fait allusion Eloque à l'aide, à la souscription mutuelle, mais ce qui nous arrive de toutes les mutuelles étudiantes, en fait des 2 ou 3 existent, c'est qu'il y a un paquet d'étudiants qui ne prennent plus, qui ne souscrivent plus de mutuelles. 1, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et 2, parce que les mutuelles mettant 6 mois, 8 mois ou 9 mois à rembourser, eh bien ils évitent d'aller chez le médecin ou d'aller requérir les soins qui seraient nécessaires. Donc moi je pense que dire à ces jeunes, vous aurez droit à un bilan santé, rien que sur le plan de la détection, c'est quelque chose de considérable. Donc oui pour l'éducation, et on l'a fait depuis, ça a toujours été une priorité à la fois de gestion, une priorité politique de l'Assemblée départementale, l'école, l'enseignement, avec un pincement tellement fort qu'il était parfois strangulatoire, monsieur le ministre de l'Éducation nationale des Landes, en faveur de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Et là-dessus, il y a jamais eu d'hésitation. Et je dois dire d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, que sauf erreur de ma part, les conseillers de droite ont toujours suivi les yeux fermés sur ce choix. Je n'ai jamais assisté en, je ne vais pas dire 33 ans, je dirais, allez, on va sortir 10 ans, 23 ans, je n'ai jamais assisté à un débat contradictoire sur le sujet où il y a des gens en disant ça ne va pas, un peu genre débat artificiel qui a surgi à Hermès, il surgit tellement de choses. N'est-ce pas, M. Clavet? On ne l'a jamais vu au département. Jamais. Au moment de l'introduction des ordinateurs, il y a eu un peu de flottement, un peu de d'alarme chez certains en disant mais pourquoi un public pas dans le privé? On dit écoutez, nous, le public est ouvert à tout le monde et ceux qui veulent y venir, on voit l'ordinateur, donc on ne voit pas où est le problème. C'est bien ça, M. Delors. Ça a été la démarche. Action en faveur de l'éducation. Et puis action, j'y ai fait allusion au tout début, tout simplement en faveur de l'activité économique. Si on a un budget d'investissement important, c'est pas pour le plaisir de dire on a un budget d'investissement important, c'est parce qu'on sait que c'est la contre. On est entre le SIDEC, monsieur le maire d'Angrès, le département. Ils sont les plus gros investisseurs du département, hein, les grosses locomotives. Donc, qui dit investissement, dit activité. Ça a été dit d'ailleurs, je pense par Renaud tout à l'heure, dit activité, contrepartie pour les entreprises. On sait que l'investissement public est un élément important du carnet de commandes des entreprises, du bâtiment et des travaux publics. Donc oui, action en faveur de l'emploi, action en faveur de la formation, action en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Je pense qu'on peut dire que l'action est au cœur de nos préoccupations. Et puis après, il y a la solidarité. Et là aussi, le sujet est évoqué, mais j'y reviendrai. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit avec beaucoup de précision et de talent Gabriel tout à l'heure sur les personnes âgées. Mais oui, solidarité. Et on nous fait le reproche. Alors, la solidarité, vous le savez, c'est essentiellement 3 prestations. C'est l'allocation pour l'autonomie, les personnes âgées. C'est la PCH, c'est-à-dire la prestation compensatoire de handicap. Et c'est le fameux RMI-RSA. Hier, il s'appelait RMI, aujourd'hui, il s'appelle RSA. C'est l'essentiel, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'aide sociale, après. Il y a, ça a été rappelé, la protection de l'enfance maternelle et infantile. Il y a l'aide à l'enfant, enfin, plutôt la responsabilité de l'enfance maltraité. Bon, une série de sujets. Il y a des subventions aux maisons de retraite, toute une série de sujets qui viennent en plus, mais qui sont là.
pour constituer le cœur du budget de la solidarité. Et cette solidarité, on la gère avec rigueur. On nous a fait le reproche, je ne sais plus qui, d'ailleurs c'est pas quelqu'un de droite, parce que comme ils sont tranchés sur le thème de l'assistanat, c'est pas tellement l'application, mais on nous a fait remarquer que nous avions des dépenses sociales faibles en Aquitaine. Presque, je crois, les plus basses en Aquitaine. Alors là, ils ne s'en sont pas aperçus d'ailleurs. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle étrange coïncidence, comme dirait monsieur. Et de ski, c'est de qui ça? Ionesco, ça. Ah. C'est un premier vers de la cantatrice chauve, ça. Bon, bref, on nous a fait le reproche d'avoir des dépenses sociales faibles. Et c'est vrai. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on serre le robinet, c'est pour des raisons très objectives. La première de ces raisons objectives pour laquelle nous ne sommes pas vraiment responsables, c'est la faiblesse en pourcentage du RMI ou du RSA par rapport à d'autres départements. Et pourquoi le pourcentage est relativement faible? Pour une raison à laquelle nous sommes aussi non pas étrangers, mais en tout cas nous ne sommes pas responsables, c'est l'absence de grandes métropoles urbaines. Il est évident que dans la périphérie des grandes métropoles urbaines, n'est-ce pas, il y a une concentration de misère dont on retrouve parfois des traces dans le milieu rural, mais avec une intensité bien moindre. Donc nous avons un pourcentage de RMI très inférieur à beaucoup de départements qui comptent sur leur territoire des métropoles urbaines importantes. Premier point. Et le deuxième, c'est qu'on a toujours été très rigoureux. Les commissions cantonales, elles sont bien cantonales ou intercantonales, l'examen des dossiers du RMI, l'examen des dossiers d'aide sociale en général, où les conseillers généraux et les conseillers généraux passent beaucoup de temps. Parce que par rapport à d'autres endroits, on ne fait pas semblant de regarder les dossiers, on les ouvre, quoi. Et on les regarde avec attention, et ça finit par se savoir. Ça veut dire celles et ceux qui pourraient avoir la tentation de profiter, n'est-ce pas, des mailles larges des filets législatifs, ont compris que dans les langues ça ne marchait pas tellement, et qu'il valait mieux exercer ses talents ailleurs, si j'ose dire. Et nous portons plainte quand c'est nécessaire. Je dis ça par rapport à toute la thématique qui a tant nourri le Front National sur le thème, n'est-ce pas, tout pour les étrangers, les Arabes et j'en passe, et rien pour nous. Et plus le thème de l'assistanat amené par la droite. Nous avons été rigoureux parce que nous sommes persuadés, convaincus, que si on veut assurer la pérennité dans le temps, la durée de la solidarité, il faut qu'elle soit gérée avec rigueur. Le pire ennemi de la solidarité, c'est le laxisme en matière de gestion de la solidarité. Et on l'a fait. Et vous verrez. Alors on a connu, je sais qu'il est tard, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques infos croustillantes. On a connu des cas extraordinaires. Hein. On a connu une RMI qui traversait Lyon des Landes au volant d'une Bentley. Où est-ce qu'il est, Sylvain? Je ne le vois pas. Il est déjà parti? Ah oui, je le vois. Oui, oui. Votre prédécesseur, monsieur le maire de Lyon, vous rappellera, il est là. Il est là, oui. Et alors, tribunal, on perdait en plus. Parce que la dame en question, qui vivait avec le Châtelain, qui organisait des châteaux dans les Landes depuis que Tony Blair les avait interdits en Bretagne. Ah oui, vous savez, c'est petit le monde, hein. Et bien, officiellement, elle n'est pas revenue. Donc il a fallu après aller à un appel, avec un dossier un peu plus constitué, quelques photos au passage, qui a fini par convaincre les juges. Mais oui, on se bat comme ça. Une autre fois, à Montfort-en-Chalon, où il y avait une jeune femme, pareil, fille d'un monsieur, d'un Hollandais, dont le patrimoine passait le milliard d'euros, mais qui officiellement n'avait pas revenu. Donc tout ça chez nous, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui passent à travers le filet, il va encore en rester quelques-uns, mais en tout cas, il est de notoriété chez les impétrants ou les candidats à la triche que ce n'est pas l'endroit le plus facile. Et donc, on a géré ça avec beaucoup de rigueur. Et je pense, je dis ça parce que je sais que c'est un thème, surtout chez les gens qui sont les plus modestes. Bon, j'ai un souvenir là-dessus tragique,
cruelle, je dirais plutôt, de mon assistante préférée à Montfort-en-Chalosse depuis 30 ans. Mais ça ne se voit pas qu'elle est là, là. Si vous la rencontrez, vous serez surpris. Et vous ne la croirez pas. Elle fait la moitié, quoi. Qui m'a dit un jour, je ne comprends pas, il est préoccupé avec ce titre, mais je ne comprends pas, ça fait plusieurs fois qu'on me parle des bons gratuits que délivrerait le Conseil général au profit des Arabes pour utiliser des taxis. Tout ça sort du Front National, machin, propagande xénophobe, propagande raciste. Et puis je me souviens, je dis à Martine, mais écoutez, il doit y avoir un truc, ça ne s'invente pas, ça. L'histoire il n'y a pas de fumée sans feu. Et finalement, je me souviens, je prends un appel, elle me dit, je sais d'où ça vient. Encore un coupable à Tartas. Et il y avait à Tartas un jeune handicapé d'origine maghrébine et qui devait rejoindre un institut, n'est-ce pas, on appelle ça un IME, c'est un institut où on traite les enfants en difficulté, un âge scolaire et en difficulté. Et effectivement, dans le département des Landes, pour ces handicapés qui doivent aller dans des structures spécialisées, on paie des taxis. Et pourquoi on paye des taxis? Parce que c'est beaucoup. Ça coûte moins cher de payer un taxi que de mettre un bus à disposition pour amener un ou deux enfants dans un IME. Et donc, comme ce garçon, ce gamin, avait le taxi qui venait le prendre, la rumeur s'était répandue, n'est-ce pas? Il suffisait d'avoir une origine ethnique spécifique pour avoir droit à des bons gratuits. C'est comme ça que naissent les rumeurs, qu'elles enflent et qu'elles font des dégâts dans les têtes qui sont prêtes à les accueillir quand même. Il ne faut pas non plus parier sur la bêtise humaine. Voilà. Donc nous, on a toujours géré avec les gars. Et si demain, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur les maisons de retraite par Gabriel, qui l'a très bien fait, parce que c'est vrai que chaque élection, on a droit à une chaque fois. Et si avec le privé, il y aurait plus de place, c'est faux. Ils savent parfaitement que c'est faux. Les places, d'abord depuis quelques années, malheureusement, il n'y en a plus. Parce que la sécurité sociale est en déficit, elle refuse de prendre en charge les personnels soignants. C'est la prise en charge des personnels soignants qui décide de la capacité à faire ou à ne pas faire. Et nous savons parfaitement, parce que c'est nous les auteurs du plan gérontologique à 5 ans, nous savons parfaitement qu'il manque 300 places dans les Landes. Depuis 2009. Notre plan gérontologique prévoyait 300 places de plus. Mais le gouvernement affirme d'abord, suivi par que d'autres gouvernements par la suite, a décidé que la sécurité sociale est en déficit, elle n'avait plus les moyens de prendre en charge des personnels soignants, donc plus de place. Et c'est la raison, une des raisons, c'est pas la seule, pour laquelle le village d'Alzheimer est pour nous aussi un moyen de remonter jusqu'au ministère, je dirais de brûler le niveau régional, arriver au niveau national pour obtenir de la sécurité sociale des prises en charge de personnel soignant où nous espérons pouvoir placer 150, peut-être un peu plus, personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui sera l'équivalent, comptablement parlant, en pure mathématique arithmétique froide et sèche, de place dans la maison de retraite. Voilà. Donc on prend ce bien, en plus on pense qu'on fera quelque chose de bien. Voilà ce que nous faisons. Et dans tous les domaines, l'enfance maltraitée, ça a été rappelé, ça a été un sujet qui nous a toujours intéressés, toujours préoccupés. D'abord parce que dans les Landes, vous le savez, vous êtes un certain nombre à le savoir, les Landais de souche en particulier, il y a toujours une grande tradition d'accueil. À l'époque, c'était la base d'orphelins dans les familles, comme on dit. Toujours une tradition. Toujours des familles landaises nombreuses qui ont élevé des enfants venant à l'époque de ce qu'on appelait la classe. Et ça ne s'est pas atténué aujourd'hui. Nous avons un grand nombre de familles qui sont candidates à l'accueil d'enfants qui, soit par la justice, ont été retirés à leur famille, soit tout simplement parce que les conditions ne permettent pas de les y laisser, même sans avoir une décision de justice. Et ces enfants, ils sont 1100 dans les Landes. 1100, c'est pas 100, c'est 1100 placés dans des familles et non pas dans des structures collectives parce que
Aujourd'hui, en 2015, l'orphelinat a vécu. Tout le monde sait que l'orphelinat, c'est un endroit à mauvais souvenir, à mauvais traitement, à mauvaise formation, et pas un endroit où il faut rester longtemps. Quand les enfants qu'on met au centre départemental de l'enfance, c'est 15 jours, un mois maximum, je dirais c'est parce qu'ils sont de passage. Mais dès que ça va au-delà, ils sont dans des familles d'accueil. Et là, il y a tout un travail qui est fait pour la formation de ces familles, pour la rémunération de ces familles, pour la surveillance de ces familles, parfois excessive un peu. Je veux retirer un agrément parce que les mailles du grillage du parc n'étaient pas conformes à la législation. Vous savez, là j'ai trouvé quand même que c'était un peu dur. Mais ça va jusque-là. Ça va jusqu'aux petits détails pour être sûr que l'enfant est bien traité, bien accueilli, bien éduqué. Donc tout ça, ça fait partie de notre action de solidarité. Et il y a encore d'autres sujets, mais je m'arrêterai là. Et je reviendrai un instant sur quelque chose qui, moi, me pose problème. Et qui, à mon avis, est inversé à notre débit. Quand je dis notre débit, c'est pas votre débit à vous, c'est mon débit à moi d'abord, et puis celui de ceux qui m'entouraient. C'est un certain nombre de malentendus entre nous et les Landaises et les Landais. Car il existe du malentendu. Et j'aurais aimé, moi, que la campagne électorale porte là-dessus. J'aurais aimé qu'elle porte sur des sujets qui font débat et qui, à mes yeux, font débat à juste titre. Ça le mérite, quoi, comme on dirait. Je pense en particulier au rapport qu'ont les Landais avec le tourisme, qui, moi, commence à m'interpeller sérieusement. Nous sommes un département touristique. Nous avons 2 millions de touristes par an, 22 millions de nuitées. Nous sommes le premier département thermal de France, avec 52 000 au total, 75 au total, 52 sur l'agglo d'Aix-Saint-Paul. Pour vous donner un ordre de grandeur, d'ici dont on parle toujours, c'est 30 000, hein. C'est la moitié. Premier département thermal. Et je vous l'ai dit tout à l'heure au début, le tourisme, alors le thermalisme, il faudrait sans doute ajouter le thermalisme, c'est-à-dire c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de dépenses du tourisme. Et c'est 20 000 emplois. C'est le secteur qui, pour 1 euro investi, produit et de loin le plus d'emplois. L'agroalimentaire, c'est 4,5 milliards, 5 000 emplois. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est-à-dire 5 fois moins. Donc nous, quand je dis nous, c'est nous départements, quand on décide de créer des destinations touristiques, et je pense à la vague, et je pense éventuellement à des golfs, c'est pas pour mettre l'argent par les fenêtres, c'est pas pour améliorer les loisirs des Landaises et des Landais, c'est pour créer des destinations touristiques et faire monter les chiffres d'affaires du tourisme. Mais ça, manifestement, il y a un problème entre nous et une partie, je ne dis pas tout le public, mais une partie de l'opinion publique qui ne comprend pas forcément. En tout cas, qui ne l'appréhende pas forcément de cette manière. Et ça veut dire que quelque part, on s'est mal expliqué. Sur l'affaire de TOS, bon, alors vous me direz, ça a été pris en main par des gens qui ne souhaitaient pas forcément des explications rationnelles, qui souhaitaient faire du buzz, voir des âmes. Vous savez ce que c'est une ZAD? Parce que c'est une ZAD, vous n'avez pas entendu parler d'une ZAD à 6 ans. ZAD, ça veut dire zone à délivrer. Parce qu'il y en a qui croient que ça veut dire zone à défendre. Non, ça veut dire zone à délivrer. Quand c'est délivré, il y a autre chose qui commence par D que je vais l'employer, mais que je n'emploierai pas parce que je ne veux faire de peine à personne. Bon. Et un malentendu, et là-dessus, bon, ben, je te signale, monsieur le candidat de Souston, que nous, ça y est, la Commission nationale a nommé aujourd'hui un garant. Donc on discutera pendant 1 an, on prendra la décision. Mais moi, ce que je regrette et je trouve triste, c'est d'avoir à le faire. Parce que, à titre personnel, ça me paraissait tellement évident, je suis un peu triste mais que ce ne soit pas le cas. Alors il y en a eu d'autres comme ça. Et la vague de surf, c'est pareil. Encore que, si quelqu'un a divisé le nombre de Landais par le nombre de trous de golf, il faut dire qu'il y en avait trop, on n'a pas encore divisé le nombre de Landais par le nombre de vagues que produirait la vague artificielle pour comparer à ce que produit l'océan. Mais ça va finir par arriver. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a de notre part un défaut de communication ou un défaut de pédagogie, mais moi j'aurais à cœur de voir cette incompréhension disparaître. Alors elle n'est pas nouvelle, hein, l'incompréhension. J'ai le souvenir de la création de la station de Molietz, où la première, je sais pas, tu étais là, oui tu étais là toi. Je ne sais pas si tu te souviens de certaines réflexions dans l'assistance, quand on a dit il faut un golf, et en plus à l'époque on a dit il faut aller chercher l'architecte le plus connu pour être le plus attractif, évidemment, ça s'appelait M. Frank Jones. Et je me souviens de quelques interpellations dans la salle, il ne manquait pas de scène. Là, ce n'était pas l'opinion publique sur le terrain, c'était carrément dans la salle du département. Et pourquoi foutre un golf je vous épargne tout. Et aujourd'hui, Molietz, on parlait tout à l'heure de zone d'activité, c'est une zone d'activité, une ZAC, qui non seulement n'aura pas coûté un sou hollandais au bout de 20 ans, mais aura rapporté 150 ou 200 000 euros de bénéfices. Donc non, c'est pas avec l'argent des Landais qu'on fait de la promotion. On fait de l'action pour l'emploi, on fait de l'action au service du pouvoir d'achat autant qu'on le peut, on pratique la solidarité sur des formes très différentes, et là aussi, tant que les compétences nous le permettent, et parfois très au-delà de ce que nous permettent les compétences. Bref, je pense qu'on a développé un modèle qui n'est sûrement pas parfait et qui mérite la critique. Mais se voir attaquer sur le nombre de crèches alors qu'on n'a pas de compétences à faire des crèches, moi j'y suis pour rien si dans certaines agglos ou dans certaines mairies on n'a pas déposé de dossier pour faire des crèches. Pas plus que je n'y suis pour quelque chose si dans ces mairies on n'a pas déposé des dossiers pour faire des EHPAD. Parce que les mairies qui ont déposé des dossiers, elles ont fini par y arriver. À Dax, ils sont arrivés. À Ère, ils sont arrivés aussi, sauf erreur de ma part. Ça a pris du temps, ça a donné des sueurs froides. Non, on a fini par obtenir parce que les dossiers étaient déposés. Là, dans des endroits où les dossiers n'ont même pas été déposés, on vient nous interpeller en nous disant il manque des places. Alors que ce n'est pas nous qui avons la responsabilité de prendre l'initiative de créer des places. Bon, j'arrête là. Mais il faudrait que ça s'arrête. Parce que j'ai remarqué que maintenant, on nous organisait un débat, projet contre projet, non pas sur nos compétences, mais sur les sujets qu'a choisi l'opposition, qui par inadvertance a choisi des sujets qui ne sont pas de notre compétence. Voilà, il faudrait que ça s'arrête un peu quand même. Parce que moi je veux bien débattre de nos responsabilités, mais si le débat ça doit être écoutez, excusez-nous, mais ils ne sont pas au courant, c'est pas notre compétence, ça va quand même tourner court. Voilà. Donc, on a un bilan, on a un projet, et on est dans une situation qui n'est pas facile. Et vous avez vu la gentillesse de venir nombreux pour aider les candidates et les candidats à franchir la haie. La haie, elle est un peu plus haute que d'habitude. Elle est même bien plus haute que d'habitude. Mais moi, j'ai bon espoir que nous arrivions à la franchir. Et pour la franchir, il va falloir donner un beaucoup de collier. Renaud l'a rappelé, notre ennemi, c'est l'abstention, c'est l'indifférence. C'est aussi un parti dont je suis d'accord avec lui. Il faut cesser de dire simplement qu'il est le défouloir ou qu'il est l'exutoire de toutes les désillusions. Ce qu'il est. Mais il n'est pas que ça. C'est aussi un parti xénophobe. C'est un parti raciste. Et avec les partis racistes, on ne se contente pas de cohabiter. Il faut leur dire qu'il y aura combat. Et savoir que dans ce pays, si par malheur, ils arrivent à la fin, oui, il y aura des dangers. Et le principal danger, ce ne sera pas les Arabes à ce moment-là. Ce sera la cohabitation entre Françaises et Français. Entre ceux qui s'accommodent du racisme et celles et ceux qui ne s'en accommodent pas. Comme il y a eu dans d'autres époques, combat entre ceux qui aimaient le maréchal et ceux qui ne l'aimaient pas. Il y a une histoire quand même dans ce pays. Et si certains, comme le rappelait Renaud tout à l'heure, candidat s'égare du côté du képi à 3 étoiles, de
de l'homme à la Francis que c'est pas par hasard. C'est la continuité de cette histoire. Bon, donc non, je sais qu'il y a danger, Front National, mais il faut dire aux gens aussi ça, la vérité, c'est que ça peut mal tourner. Et que Madame Le Pen n'est pas garantie de sécurité ou de paix, mais qu'elle est menace de risque, de conflit entre Français et entre Français. J'ai pas aimé le mot apartheid. Pourquoi je l'ai pas aimé? Parce que depuis 30 ans je suis au Parlement, et d'autres avec moi depuis moins longtemps, mais en fait ils sont depuis un moment aussi. Je pense à notre ministre, à tout neuf quand même, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a jamais voté de loi raciste. Alors je sais bien que le Premier ministre n'a pas voulu dire ça, mais il faut faire attention aux mots qu'on emploie quand même. Et celui-là m'a paru un peu dans la foulée excessif. Non, il n'y a pas d'apartheid dans ce pays. Il y a une tradition démocratique. Et il y a de fortes traditions politiques entre conservatisme et progressisme. Et il y a des antécédents de violence. Et il y a des antécédents même de confrontation. Il y en a tout au long de notre histoire. La Marine Le Pen, et c'est la promesse d'une confrontation violente, c'est pas la promesse de la sécurité et de la paix. Donc on va aussi se battre contre ça. Et Renaud, c'est sa responsabilité, son devoir, il l'a fait tout à l'heure, il l'a bien fait, et je souscris pleinement, et je suis sûr, toutes et tous ici, vous êtes cet avis, à cet appel à combattre le Front National, à dire à nos voisins, comment vous pouvez dire ça, quoi? Que vous ne soyez pas content, c'est une chose, que vous ayez du malheur, c'est une chose, que vous soyez au chômage, c'est une chose, etc., etc. Mais ça, vous ne pouvez pas parce que. Et en tout cas, si vous le faites, vous n'êtes plus mon ami. Vous devenez mon adversaire. Parce que pour l'instant, bah oui, ils vont voter pour le Front, vous savez, ils vont voter pour le... oui. Et alors, on va continuer à faire une mise ensemble, une fois qu'ils auront créé l'irréversible? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc vous êtes là pour franchir cette haie avec nous un peu plus haute que d'habitude. Je vous confie que je suis là aussi pour ça. Que si la haie n'avait pas pris un peu d'altitude, je ne serais peut-être pas là. Mais j'ai estimé, après d'en avoir parlé avec les autres conseillers généraux, et puis les camarades aussi, bon, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment de tourner le dos. Alors on va pas tourner le dos. On va y aller carré folle, comme on disait, roulant, pas avec ça, c'est les franquistes. Je savais qu'elle réagirait. Non, mais j'ai ma femme, vous avez vu, je savais qu'elle allait bouger. Je ne savais pas, la plupart c'était l'hymne franquiste à carré folle, face au soleil. Donc on va y aller de face pour sauter la haie. Et je pense qu'on peut la sauter, franchement. Je pense qu'on doit. Et puis après, on doit gagner, parce qu'il ne faut pas que ce département bascule à droite. D'ailleurs, si ce département bascule à droite, dans ce pays, il n'en restera pas beaucoup. Mais je rappelle que l'histoire des cantons de l'abstention peut être une menace. Ce n'est pas une menace en l'air, ce n'est pas une menace gratuite, ce n'est pas une menace juste pour faire peur ou pour mobiliser, c'est une réalité. Donc il faut franchir cet obstacle. Et pourquoi il faut le franchir, mes chers camarades? Et bien il faut le franchir pour que, après, dans le temps, vous puissiez en franchir d'autres. Parce que si ça basculait ce coup-ci, je ne sais pas quand serait le nouvel horizon. Alors on va vous aider, on va se battre pour passer ce coup-ci. Et pour ce qui nous concerne, en espérant que dans les années à venir, vous serez capable de poursuivre sur la lancée. Donc, au combat, mes camarades, merci de ce que vous ferez. Et en avant pour la victoire.